Nous sommes de retour pour le chapitre 11 du joueur de Dostoïevski. Et on y va. On roula le fauteuil vers la porte à l'autre extrémité de la salle. La grand-mère rayonnait. Tous les nôtres se pressèrent aussitôt autour d'elle pour la féliciter. Quelque excentrique que fût la conduite de la grand-mère, son triomphe couvrait beaucoup de choses et le général ne craignait plus de se compromettre en public par sa parenté avec une femme aussi originale. Il complimenta la grand-mère avec un sourire condescendant et un enjouement familier, comme on fait avec un enfant qu'on amuse. D'ailleurs, il était visiblement impressionné comme tous les autres spectateurs. On commentait l'incident, on montrait la grand-mère, beaucoup passaient à côté d'elle pour la voir de plus près. Monsieur Astley s'entretenait d'elle à l'écart avec deux Anglais de ses amis. Quelques dames imposantes la contemplaient avec un étonnement majestueux, comme un phénomène. Des grieux se répandaient en félicitations et en sourires. « Quelle victoire !» dit-il. « Mais, madame, c'était du feu !» ajouta mademoiselle Blanche, avec un sourire enjôleur. « Eh oui, sans faire ni une ni deux, j'ai gagné 12 000 florins. » « Que dis-je, 12 000 ? Il y a les pièces d'or encore. Cela fait en tout près de 13 000. Ça fait combien en roubles dans les 6 000 ? Je lui précisai que cela en faisait plus de 7 et que cela atteignait même peut-être 8 au cours actuel. 8 000 ? Une plaisanterie. Qu'est-ce que vous avez à rester là comme des chiens de faïence ? Potapitch, vous avez vu ? Ma bonne dame, mais comment vous y êtes-vous prise ? 8 000 roubles, s'exclama Marfa, obséquieuse. Tenez, voici 5 pièces d'or chacun. Prenez. Potapitch et Marfa se précipitèrent pour lui baiser les mains. Et qu'on donne aussi un Frédéric à chaque porteur. Donne-leur une pièce chacun, Alexis Ivanovitch. Qu'est-ce qu'un garçon à faire des courbettes, et l'autre aussi, c'est pour me féliciter ? Donne-leur aussi un Frédéric. Madame la princesse, un pauvre expatrié, malheur continuel, les princes russes sont si généreux, quémandait près du fauteuil un individu en redingote râpée, gilet bariolé portant moustache, qui tenait sa casquette levée avec un sourire servile. Donnez-lui aussi un Frédéric. Non, donne-lui-en 2. Voilà, cela suffit, sinon cela n'en finira jamais. Soulevez-moi, emmenez-moi. Praskovia, dit-elle à Paulina Alexandrovna, je t'achèterai une robe demain. Et à mademoiselle, comment s'appelle-t-elle déjà ? Mademoiselle Blanche, n'est-ce pas ? Je donnerai aussi de quoi s'acheter une robe. Traduis cela, Praskovia. Merci, madame, dit mademoiselle Blanche, en plongeant dans une révérence et en grimaçant un sourire ironique à l'adresse des Grieux et du général. Celui-ci était un peu gêné et éprouva un grand soulagement lorsque nous eûmes atteint l'allée. Et Fédosia, elle ne va pas en croire ses oreilles, dit la grand-mère en se rappelant la bonne d'enfant. Il faut lui donner aussi de quoi se faire une robe. Hé, Alexis Ivanovitch, donne quelque chose à ce mendiant. Sur le chemin passèrent l'octeux, le dos voûté, qui nous regardait. Peut-être n'est-ce pas un mendiant, mais un coquin, grand-mère. Donne-lui un florin. Je m'approchai, lui tendis une pièce. Il me regarda avec stupéfaction, mais prit la pièce sans mot dire. Il sentait le vin. Et toi, Alexis Ivanovitch, tu n'as pas encore tenté ta chance ? Pas encore, grand-mère. Tes yeux brillaient, je l'ai vu. J'essaierai sans aucun doute, grand-mère, mais plus tard. Et mise sans hésiter sur le 0, tu verras. Combien as-tu d'argent ? 20 Frédéric, grand-mère. Ce n'est pas beaucoup. Je te prêterai 50 Frédéric si tu veux. Tiens, prends ce rouleau-là. Quant à toi, mon cher, ne te fais pas d'illusions. Je ne te donnerai rien, dit-elle brusquement au général. Celui-ci parut bouleversé, mais il se tut. Desgrieux fronça les sourcils. Que diable, c'est une terrible vieille, murmura-t-il au général entre ses dents. Un mendiant, encore un mendiant, s'écria la grand-mère. Alexis Ivanovitch, donne aussi un florin à cet homme. Cette fois venait à notre rencontre un vieillard aux cheveux blancs,
avec une jambe de bois, vêtu d'une espèce de long manteau bleu foncé, un grand bâton à la main. Il ressemblait à un vieux soldat. Mais lorsque je lui tendis le florin, il fit un pas en arrière et me dévisagea d'un air menaçant. Was ist dies? Der Teufel! Cria-t-il en joignant à cette exclamation une douzaine d'injures. Quel imbécile! S'écria la grand-mère en faisant de la main un geste dédaigneux. Conduisez-moi plus loin, je meurs de faim. Je vais dîner tout de suite, puis je me reposerai un peu et je retournerai là-bas. Vous voulez encore jouer, grand-mère? M'exclamai-je. Qu'est-ce que tu croyais? Parce que vous restez là à moisir, moi il faudrait que je vous regarde. Mais madame, dit Desgrieux en se rapprochant, les chances peuvent tourner. Une seule mauvaise chance et vous perdrez tout, surtout avec votre jeu. C'était terrible. Vous perdrez absolument, zézéa mademoiselle Blanche. Qu'est-ce que cela peut vous faire? Ce n'est pas votre argent que je perdrai, c'est le mien. Mais où est monsieur Astley? Me demanda-t-elle. Il est resté au casino, grand-mère. Dommage, c'est vraiment un brave garçon. De retour à la maison, la grand-mère, croisant le maître d'hôtel dans l'escalier, l'appela et se vanta de son gain. Puis, elle fit venir Fédocia, lui donna 3 Frédéric et lui ordonna de servir le dîner. Fédocia et Marfa se répandirent en exclamations pendant le repas. Je vous regardais, ma chère, jacassait Marfa, et je dis à Potapitch, qu'est-ce que Notre-Dame veut donc faire? Et que d'argent sur la table, saint du paradis! De ma vie, je n'en avais jamais vu autant. Et tout autour des messieurs, rien que des messieurs. D'où donc viennent-ils tous ces messieurs, Potapitch? Que je dis. Je pensais, puisse la mère de Dieu lui venir en aide. Je priais pour vous, ma bonne dame. Le cœur me manquait. Il s'arrêtait de battre, et je tremblais comme la feuille. Seigneur, aidez-la, que je me disais. Et le Seigneur vous a protégé. J'en tremble encore, ma chère. J'en tremble encore toute. Alexis Ivanovitch, après le dîner, prépare-toi. Vers 4 heures, nous retournerons là-bas. D'ici là, adieu. Et n'oublie pas de m'envoyer un de ces sacripants de médecins. Il faut aussi que je prenne les os. Tu pourrais l'oublier. Je sortis de chez la grand-mère comme hébété. Je m'efforçais de me représenter ce qui allait advenir de tous nos gens et quelle tournure prendraient leurs affaires. Je voyais clairement qu'il ne s'était pas même encore remis de la première impression, surtout le général. L'apparition de la grand-mère à la place du télégramme attendu d'heure en heure et annonçant sa mort et par conséquent l'ouverture de sa succession, avait si bien réduit à néant tout leur échafaudage de projets et de décisions qu'ils suivaient avec une véritable perplexité et avec une sorte de stupeur les exploits ultérieurs de la vieille dame à la roulette. Et pourtant, ce second fait était peut-être plus important que le premier, car bien que la grand-mère eût déclaré à 2 reprises qu'elle ne donnerait pas d'argent au général, qui sait, il ne fallait pas encore perdre tout espoir. Desgrieux, mêlé à toutes les affaires du général, ne renonçait certainement pas. J'étais convaincu que mademoiselle Blanche, très intéressée elle aussi, on l'aurait été à moins général un bel héritage, ne se découragerait pas non plus et emploierait toutes les séductions de sa coquetterie pour agir sur la grand-mère, à l'opposé de l'orgueilleuse Paulina qui ne savait ni céder ni chercher à complaire. Mais maintenant que la grand-mère avait accompli de pareils exploits à la roulette, maintenant que sa personnalité s'était affirmée devant eux avec une pareille netteté, une vieille dame têtue, autoritaire et tombée en enfance, maintenant peut-être tout était-il perdu, car elle était heureuse comme un collégien en rupture de banc et allait se faire fatalement plumer au jeu. Seigneur, pensais-je, avec une joie mauvaise, Dieu me pardonne, Seigneur, mais chaque Frédéric d'or risqué tout à l'heure par la grand-mère perçait le cœur du général, faisait enrager Desgrieux et mettait en furie mademoiselle de Comminges
à qui la cuillère passait sous le nez. Autre fait, même lorsque dans la joie d'avoir gagné, la grand-mère avait distribué de l'argent à tout le monde et pris chaque passant pour un mendiant, même alors elle n'avait pu se retenir de dire au général « Mais toi, je ne te donnerai rien ». Cela laissait entendre qu'elle s'était arrêtée à cette idée. S'y tenait, s'était fait cette promesse, c'était dangereux, dangereux. Toutes ces réflexions s'agitaient dans ma tête, tandis que je remontais de chez la grand-mère par l'escalier d'honneur dans ma petite chambre du dernier étage. Tout cela m'intéressait prodigieusement, quoique j'eusse pu d'avance deviner les fils les plus solides qui liaient les acteurs sous mes yeux, j'ignorais les ressorts et les secrets de ce jeu. Paulina ne m'avait jamais témoigné une entière confiance. Parfois, il est vrai, et comme malgré elle, elle m'avait ouvert son cœur, mais j'avais remarqué que souvent, et même presque toujours après ces confidences, ou bien elle tournait en ridicule tout ce qu'elle m'avait dit, ou bien elle embrouillait tout et plaçait tout à dessein sous un faux jour. Oh, elle me cachait beaucoup de choses. En tout cas, je pressentais que le final de toute cette situation mystérieuse et tendue approchait. Encore un coup, et tout serait terminé et démasqué. Quant à ma destinée, également intéressée dans tout cela, je ne m'en souciais presque pas. Étrange état d'esprit que le mien. Je n'avais que 20 Frédéric en poche. Je suis loin de mon pays, sans situation, sans moyen d'existence, sans espoir, sans projet, et je ne m'en inquiète pas. Si ce n'était la pensée de Paulina, je m'abandonnerais simplement à l'intérêt comique du dénouement proche et je rirais à gorge déployée. Mais Paulina me trouble. Son sort va se décider, je le sens. Cependant, j'avoue que ce n'est nullement cela qui me préoccupe. Je voudrais pénétrer dans ses secrets. Je voudrais qu'elle vienne à moi et me dise « Tu sais bien que je t'aime ». Et sinon, si cette folie est irréalisable, alors, que désirer? Est-ce que je sais ce que je désire? Je suis comme éperdu. Tout ce que je veux, c'est rester près d'elle, dans son auréole, dans son rayonnement, à jamais, toute ma vie. Je ne sais rien de plus. Est-ce que je puis m'éloigner d'elle? Au 3e étage, dans leur corridor, j'ai senti comme un choc. Je me suis retourné et à une vingtaine de pas, j'ai aperçu Paulina qui sortait dans le couloir. Elle semblait me guetter, m'épier, et elle me fit signe aussitôt d'approcher. Paulina Alexandrovna, plus bas, recommanda-t-elle. Figurez-vous, lui dis-je à voix basse, qu'à l'instant je viens de ressentir comme un coup dans le côté. Je me retourne, c'était vous, comme si un fluide rayonnait de vous. Prenez cette lettre, me dit Paulina d'un air sombre et préoccupé. Elle n'avait sans doute pas bien entendu ce que j'avais dit. Et remettez-la tout de suite personnellement à monsieur Astley. Faites vite, je vous en prie. Il n'y a pas de réponse. Elle n'acheva pas. À monsieur Astley, répétai-je, étonné. Mais Paulina avait déjà disparu. Tiens, ils entretiennent donc une correspondance. Bien entendu, je courus aussitôt à la recherche de monsieur Astley, d'abord à son hôtel où il n'était pas, puis au casino, dont je parcourus toutes les ailes, et enfin je revenais à la maison, dépité, presque désespéré, lorsque je le rencontrai par hasard, mêlé à une cavalcade d'anglaises et d'anglaises. Je lui fis signe, il s'arrêta, et je lui remis la lettre. Nous n'eûmes pas le temps même d'échanger un coup d'œil. Mais ce fut à dessein, je suppose que M. Astley pressa son cheval. La jalousie me torturait-elle? J'étais tout à fait abattu. Je ne désirais même pas m'informer de l'objet de leur correspondance. Ainsi, il était son homme de confiance. Son ami, il l'est, c'est clair. Et depuis quand? Mais y a-t-il ici de l'amour? Certainement non, me soufflait la raison. Mais la raison seule est de peu de poids en pareille occurrence. En tout cas, il me fallait encore tirer cela au clair. L'affaire se compliquait
désagréablement. J'avais à peine pénétré dans l'hôtel que le portier et le maître d'hôtel venus à ma rencontre m'annoncèrent qu'on me demandait, qu'on me cherchait, qu'on était déjà venu 3 fois s'informer de l'endroit où j'étais et qu'on me priait de me rendre au plus vite à l'appartement du général. J'étais d'une humeur exécrable. Je trouvai le général dans son cabinet, en compagnie de Desgrieux et de mademoiselle Blanche, seul, sans sa mère. Cette mère jouait décidément les utilités et n'était employée que pour la montre. Quand il s'agissait d'une véritable affaire, mademoiselle Blanche opérait seule. Je doute même que cette personne fût au courant des affaires de sa prétendue fille. Ils discutaient tous trois avec beaucoup d'animation, et la porte du cabinet était même fermée à clé, ce qui n'arrivait jamais. En approchant, je perçus des éclats de voix, le ton impertinent et sarcastique de Desgrieux, les vociférations furieuses et grossières de mademoiselle Blanche, et la voix pleurarde du général qui visiblement essayait de se justifier. À mon entrée, ils se ressaisirent et corrigèrent leur attitude. Desgrieux rectifia sa coiffure et se fit un visage souriant, ce sourire français, courtois et officiel que je déteste tant. Le général, accablé, éperdu, se redressa, presque machinalement. Seule mademoiselle Blanche ne changea presque pas son expression courroucée et se tut en fixant sur moi un regard impatient. Je ferai observer que, jusqu'alors, elle me traitait avec une désinvolture incroyable. Ne répondit même pas à mes saluts, m'ignorait tout simplement. Alexis Ivanovitch, commença le général sur un ton d'affectueux reproche. Permettez-moi de vous faire remarquer qu'il est étrange, extrêmement étrange, bref, que votre conduite envers moi et ma famille, en un mot, est étrange au plus haut point. Eh, ce n'est pas ça, interrompit Desgrieux avec une irritation méprisante. Décidément, il intervenait partout. Mon cher monsieur, notre général se trompe en prenant ce ton. Je poursuis son discours en russe. Il veut vous dire, c'est-à-dire vous mettre en garde, ou plutôt vous prier très instamment de ne pas le perdre. Oui, de ne pas le perdre. J'emploie précisément cette expression. Mais comment? Comment? L'interrompis-je. Permettez, vous vous êtes fait le guide, ou comment dire, de cette vieille dame, cette pauvre, terrible vieille, s'empêtrait Desgrieux, mais elle va perdre jusqu'au son dernier sou. Vous avez vu vous-même comment elle joue, vous avez été témoin. Si elle commence à perdre, elle ne quittera plus la table de jeu par obstination, par dépit, et elle jouera tout. Dans ce cas, jamais on ne se rattrape. Et alors, appuya le général, alors vous perdrez toute la famille. Ma famille et moi, nous sommes ses héritiers. Elle n'a plus de proches parents. Je vous le dis franchement, mes affaires sont dérangées, extrêmement dérangées. Vous en êtes en partie informé. Si elle perd une somme importante, ou même peut-être toute sa fortune, grand Dieu, qu'adviendra-t-il de mes enfants? Le général jeta un coup d'œil à Desgrieux. De moi-même. Il regarda mademoiselle Blanche qui se détourna avec dédain. Alexis Ivanovitch, sauvez-nous. Mais comment, général? Dites-moi comment je puis. Quel crédit ai-je auprès d'elle? Refusez, quittez-la. Alors il s'en trouvera un autre, m'écriai-je. Ce n'est pas ça, que diable, interrompit de nouveau Desgrieux. Non, ne l'abandonnez pas, mais du moins, exhortez-la, conseillez-la, détournez-la. Enfin, ne la laissez pas perdre trop, distrayez-la d'une façon ou de l'autre. Mais comment ferais-je? Si vous vous en chargiez vous-même, monsieur Desgrieux, ajoutai-je de mon air le plus naïf. Là, je saisis un regard rapide, brûlant, interrogateur de mademoiselle Blanche à Desgrieux. Le visage de ce dernier prit l'espace d'un instant une expression singulière, sincère qu'il ne put dissimuler. Elle ne m'accepterait pas maintenant,
Voilà le malheur, s'écria Des-Grieux, en faisant de la main un geste d'impuissance. Si, plus tard, Des-Grieux jeta un coup d'œil significatif à Mademoiselle Blanche. Oh, mon cher monsieur Alexis, soyez si bon, dit Mademoiselle Blanche, elle-même, en venant à moi avec un sourire enchanteur. Elle me prit les deux mains et les serra dans les siennes. Diantre, ce visage diabolique savait se transformer instantanément. À ce moment, elle prit un air si suppliant, si gracieux, avec un sourire enfantin, espiègle même. À la fin de la phrase, elle m'adressa, en cachette, un clin d'œil fripon. Voudrait-elle faire sur le champ ma conquête? Elle ne s'y prenait pas mal, mais le procédé était par trop grossier. Le général surgit. Surgit, c'est le mot. Derrière elle. Alexis Ivanovitch, pardonnez-moi de m'être exprimé ainsi tout à l'heure. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je vous prie, vous supplie, m'incline devant vous jusqu'à la ceinture, à la russe. Vous seul pouvez nous sauver. Mademoiselle de Comminges et moi, nous vous supplions, vous comprenez? Vous comprenez, n'est-ce pas? Implora-t-il, me montrant du regard Mademoiselle Blanche. Il faisait vraiment pitié. À ce moment, 3 coups légers et respectueux retentirent à la porte. On ouvrit, c'était le garçon d'étage. Derrière lui, à quelques pas, se tenait Potapitch. Ils étaient envoyés par la grand-mère. Elle leur avait ordonné de me chercher et de m'amener immédiatement. Elle se fâche, notifia Potapitch. Mais il n'est que 3h30. Elle n'a pas pu dormir. Elle n'a fait que se retourner. Puis tout d'un coup, elle s'est levée, elle a demandé son fauteuil et elle vous a envoyé chercher. Elle est déjà sur le perron. Quelle mégère, s'écria Des-Grieux. En effet, je trouvais la grand-mère sur le perron, s'irritant de mon absence. Elle n'avait pu tenir jusqu'à 4h. Allons, emmenez-moi, cria-t-elle, et nous retournâmes à la roulette. C'est la fin du chapitre 11.